Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire. On va parler SEO et SEO international et IA surtout. D'abord, est-ce que vous nous entendez bien dans le chat? Est-ce que vous pouvez nous dire si tout fonctionne correctement? Voilà, il y a des pouces, c'est parfait. J'ai peur de regretter d'avoir accepté qu'on puisse utiliser les emojis. Ça va popper sur notre écran. Parfait, c'est fonctionnel. Cool. Donc, vous avez bien compris, il y a un chat, donc vous pouvez discuter sur le chat, bien entendu, en toute bienveillance, hein, c'est évident. Il y a un onglet questions juste en dessous du chat. Voilà, si vous avez des questions spécifiquement sur ce qu'on va raconter, c'est à cet endroit qu'il faut le mettre. Vous pouvez voter pour votre question préférée et nous répondrons en priorité aux questions les plus sollicitées par vous-même. Du coup, ça sera fort pratique pour vous répondre. Tout à la fin, on va prendre les 15-10 minutes pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Voilà. S'il y a des problèmes techniques, c'est dans le chat. Il y a des modérateurs pour vous répondre également. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour pour cette introduction technique. Alors je fais un peu durer pour laisser les gens arriver. Voilà, bonjour tout le monde et surtout merci d'être là pour ce nouveau webinaire. SEMJ, allez, on va pas trop traîner, j'attends 11h02 un petit peu. Mais on va peut-être commencer par les présentations. Je ne suis évidemment pas tout seul, je suis avec Sylvain de Bonjour tout le monde. Yourenil. Salut Sylvain, comment ça va? Et est-ce que tu peux nous parler de toi? Et ben écoute, ça va très bien, merci. Effectivement, bah du coup Sylvain, je suis chez Yourenil en tant que consultant SEO là depuis l'été dernier. Et bah aujourd'hui, on va parler IA et contenu. Et ben, sinon, avant Yourenil, j'ai fait pas mal d'agences, iProspect, AdsUp et aussi de l'annonceur. Donc voilà, ça fait un peu 8-9 ans que je baigne dans le SEO, dans le digital. Voilà, pour faire simple et efficace. Mais cool. Merci d'être là et d'avoir répondu positivement à cette invitation. Donc, Yuri Anil, hein, qui est un de nos partenaires. Ah, il y a un petit problème technique. Attention à pas toucher les choses. Voilà. Donc, qui est donc un de nos partenaires. On a des clients en commun et du coup, voilà, ça nous fait plaisir de te recevoir et de vous recevoir toute ton équipe. Et j'espère que la prochaine fois, c'est Merci. vous qui nous inviterez, bien entendu. Ah bah avec plaisir. Voilà pour ça. Du coup, mais moi, je suis quand même, je vais me présenter un petit peu. Je suis donc Jérémy Condé, je suis team leader SEO chez SEMJ. Je suis chez SEMJ, c'est dur à dire, depuis 5 ans et demi maintenant. Voilà, et moi aussi, un petit peu avant, je suis allé chez d'autres agences dont je tairai le nom pour pas leur faire de pub, bien entendu. Je suis un méchant. Allez, dis quelques mots sur Euroanil. Yes, carrément. Bah, du coup, effectivement, Yourenil, c'est une agence qui accompagne aujourd'hui plus de 300 clients sur de nombreuses expertises, le SEO, le SIA, content, enfin bref, toutes les expertises qu'on retrouve dans une agence digitale, j'ai envie de dire. Et on accompagne à la fois des clients en France, mais aussi dans l'Europe et dans le monde entier, puisqu'en fait, on va avoir les petites antennes voilà, au Mexique, on va avoir des antennes en Nouvelle-Zélande, en Asie. Donc voilà, on accompagne des clients à l'international comme Accor, Groupe SEB, notamment avec lesquels on travaille avec vous, mais aussi Bouygues, Europcar. Donc voilà, pas mal de clients, pas mal d'expertise. On est un peu plus d'une centaine chez Yourenil. Et là, cette année, on célèbre les 6 ans. Donc Parfait, voilà, beh, bon anniversaire alors. merci. Quant à nous, chez SMJ, donc on est une plateforme, une solution SaaS premium. Alors je lis, on m'a écrit donc je lis, comment bien présenter SMJ. Donc voilà, on est une plateforme, une solution SaaS premium qui aide les équipes marketing et SEO à produire du contenu plus performant en moins de temps. Voilà, et évidemment à cela se rajoutent, des prestations d'accompagnement. Donc SEO bien entendu avec un pôle qui est Professional Services, qui est en réalité une agence SEO à l'intérieur de chez SMJ. Et moi en effet je gère toute cette équipe dédiée donc de chefs de projet SEO, nos consultants qui accompagnent les clients sur des accompagnements à l'année et plus bien entendu pour les faire performer en plus de la plateforme. Voilà pour nous. Nous sommes une soixantaine de collaborateurs. On a des clients dans une quinzaine de pays. On a un petit bureau aussi à Montréal désormais. Donc, on s'agrandit aussi à l'international.
Voilà pour les présentations. On va passer évidemment, on va entrer dans le vif du sujet parce qu'on est là pour parler SEO international, évidemment. Bon, on aime parler de nous, mais vous n'êtes pas là pour ça. Donc, on va parler IA, mais en préambule néanmoins quand même, on va mettre un petit peu de technique, donc il n'y aura pas trop d'IA, mais ça nous semble important de le faire parce que si on n'a pas les prérequis techniques pour une stratégie internationale, eh bien, on va tout rater. Ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est hyper important que ces prérequis techniques soient bien respectés. Donc, on va prendre le temps de le faire. Et puis après, on va vraiment entrer dans le vif du sujet avec de l'IA, de l'IA, mais pas que de l'humain aussi. C'est bien entendu hyper important. Du coup, avant de commencer, ce qui est hyper important pour vos sites et votre site et vos sites en réalité, c'est évidemment d'avoir une structure technique efficace et qui est adaptée à votre approche commerciale, à vos enjeux commerciaux. S'il n'y a pas de son, c'est qu'il y a un souci, Florian, je réponds en même temps, je sais faire les deux. Donc, rechargez, Florian, passez sur Chrome et rechargez, ça devrait fonctionner. Voilà, donc bien structurer son organisation technique, c'est fondamental. Donc, il y a 3 façons de faire. En vrai, il y en a 4, mais on va se focaliser sur 3 parce que la 4e, elle ne sert, elle n'est pas efficace, elle est vraiment problématique. Donc, soit vous fonctionnez avec un TLD, un top level domain, donc un .fr, .de, .it, ce genre de choses. Et dans ce cas-là, si vous voulez avoir plusieurs sites comme ça en fonction de vos marchés, ça va être assez efficace, mais ça va être des stratégies qui sont dédiées à chaque pays, donc à chaque marché. Voilà, vous allez en général avoir des équipes différentes aussi par marché et il n'y aura pas de transmission d'autorité entre vos domaines. Il faut avoir ça en tête, sauf en faisant quelques liens bien entendu, mais ce ne sera pas une transmission aussi efficace que pour un sous-répertoire. Vous avez un site exemple.com/fr, exemple.com/it, etc. Donc ça, c'est plus efficace à court terme. C'est aussi en général plus efficace sur des marchés communs avec des langues différentes, ce genre de choses. Et évidemment, les répertoires vont bénéficier complètement de l'autorité du domaine parent, ce qui est assez efficace pour avoir des résultats assez rapidement. Voilà. C'est aussi évidemment en général un peu plus facile si on a un catalogue identique sur des marchés différents, ce qui est un peu différent pour le TLD. Vous allez avoir en général des approches, des stratégies différentes, des catalogues différents ou des services différents par marché. On peut aussi traiter par sous-domaine, s'organiser en sous-domaine, donc test.exemple.com. Le test, ça peut être fr.exemple.com, it.exemple.com, ce genre de choses. J'en vois de moins en moins. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, Sylvain, mais j'ai l'impression que le sous-domaine est moins utilisé maintenant à l'international. C'est vrai, ouais, carrément, ouais. Non, je suis assez d'accord, hein. On va plus se retrouver souvent sur les sous-domaines, notamment dans tout ce qui est énergie, des blogs, des trucs comme ça, des guides, blog, ou des marques spécifiques. Mais c'est vrai que sur l'international, on retrouve un peu moins, ouais. Ouais, c'est vrai que ça a un petit peu changé, mais c'est certainement la faute ou grâce aux consultants SEO. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut aussi noter qu'un sous-domaine, c'est traité comme un site à part, avec sa propre autorité par les moteurs de recherche, en particulier Google. Donc, il faut avoir ça en tête que si on veut traiter en sous-domaine, ben, on ne va pas profiter de l'autorité comme pour un sous-répertoire. Donc une fois qu'on a bien choisi en fonction de ces problématiques, ce qui est important, évidemment, ça va être la partie un peu technique et comment on va servir les ressources au plus près de sa cible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous êtes hébergé en France et que vous avez je sais pas, vous visez le marché américain, forcément les ressources elles vont être plus longues à charger parce qu'elles sont beaucoup plus loin. Donc c'est facile en réalité quand vous traitez vos sites via un TLD, donc .fr, .it, etc. Ça, c'est facile. Vous allez héberger vos domaines tout simplement dans le pays. Donc, ça ira, ça fera le job et ça ira plus vite que si vous étiez hébergé sur un autre pays. Donc ça, c'est la première chose. C'est pareil pour un sous-domaine, ça peut le faire. Vous pouvez générer des IP locales. Donc ça techniquement, ça se fait très bien. Si vous êtes si vous fonctionnez en répertoire, le mieux, c'est de passer par un CDN. Et je vais même aller plus loin. Le mieux, c'est d'utiliser un CDN constamment. Je vous donne un exemple. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes à New York et vous avez un internaute à Los Angeles, bah, ça fait quand même beaucoup de terrain à parcourir. Donc, en fait, un CDN, ça va permettre de mettre en cache vos ressources au plus proche de l'internaute. Et du coup, les ressources seront servies plus rapidement. Donc, vous aurez un temps de réponse du serveur
plus court. Donc, c'est quand même assez important de le faire. Donc, utilisez un CDN tout le temps. En réalité, c'est toujours mieux. Vous en privez pas. Alors, il y a des enjeux évidemment extrêmement forts selon vos approches. Donc, country targeting, language targeting et multi-régionalisme, ça fait beaucoup de mots compliqués. Donc, je vais essayer d'expliquer. Mais en fait, vous allez voir, ça va coller avec ce qu'on a dit au début. En réalité, avec les TLD, ça va être plutôt le country targeting. Donc, vous allez évidemment viser un pays. Et donc, il va falloir que vous choisissiez des TLD.fr, .de qui sont propres évidemment au pays que vous visez. Donc, ce sont des organisations qui ont du sens si, encore une fois, je le répète, si vous proposez des services ou des produits qui sont dédiés à ces marchés. Donc ça c'est du country targeting. Voilà, vous visez, je ne sais pas, le Canada, vous prenez un nom de domaine en .ca, vous l'hébergez là-bas et ça fait le job. Et vous mettez un CDN, bien entendu. Ensuite, le language targeting, c'est un petit peu différent. Donc là, ça rejoint ce qu'on disait sur la partie répertoire ou sous-domaine. Vous avez compris qu'on préfère le répertoire de toute façon. Donc là, simplement, vous allez avoir votre nom de domaine en .com, par exemple, et vous allez mettre des répertoires par langue. FR pour le français, DE pour l'allemand, IT pour l'Italie, etc. Voilà, ce qui importe pour vous, ce que vous visez comme marché. Et là, ça fait vraiment, ça fait bien le boulot. C'est assez pratique aussi en plus à gérer techniquement derrière pour vos équipes. Donc c'est plutôt OK. Et puis après, vous avez le multirégionalisme. C'est quoi ce long mot? Ce long mot, en fait, c'est qu'il y a des pays où d'abord il y a nativement des langues différentes. Donc là, on a pris l'exemple de la Belgique. On va voir le français, le néerlandais. Donc on va pouvoir faire un répertoire qui dit c'est la Belgique qu'on vise et un autre répertoire de secondaire pour le français et pour le néerlandais. Donc ça, c'est une façon de faire, mais en réalité, en France, par exemple, on pourrait aussi le faire juste parce qu'on veut avoir une version française, une version anglaise, par exemple, pour les touristes, en fonction de ce que vous visez, enfin en fonction de vos services, bien entendu. Mais voilà, ça, c'est des choses qui sont hyper efficaces et qui fonctionnent très bien. Évidemment, il ne faut pas se tromper sur comment l'intégration, et on va voir juste après. Non, c'est clair. Là, vous pouvez faire un screenshot, si vous voulez. Ça résume à peu près voilà, tout ce qu'on a dit au préalable. Donc, vous avez la partie par pays. Là, on choisit son domaine. Voilà, il y a les plus et les moins. Ça coûte plus cher si on fait forcément du TLD parce qu'on va avoir plein de sites pour autant de marchés. Il y a le sous-domaine. Voilà, qu'est-ce qui est le point positif et les points négatifs. Je passe assez vite parce que ça résume tout ce que j'ai dit au préalable. Et évidemment, tout à droite, c'est le quatrième point dont je ne voulais pas vous parler, mais je vais quand même le faire. Donc, c'est les paramètres d'URL. Évitez d'utiliser des paramètres d'URL pour gérer vos sites à l'international, parce que d'abord, Google dit lui-même que c'est une utilisation qu'il déconseille, ça veut dire qu'il ne le gère pas très bien. Mais vous allez découvrir que si vous allez sur la Google Search Central, que lui, il utilise des paramètres. Donc, c'est un peu le cordonnier mal chaussé, mais on le déconseille vivement parce que ça, en général, c'est plus difficile à gérer pour le moteur de recherche. Donc, ne faites pas comme Google, s'il vous plaît. Sinon, vous ferez appel à nous, on vous fera tout refaire et vous perdrez beaucoup de temps et d'argent. J'ajouterais juste un point là sur la partie sous répertoire et on en a vu juste avant sur la partie multi-régionalisme. Ouais, c'est vrai qu'il faut bien réfléchir son choix parce que j'ai déjà eu le cas avec des clients qui sont partis sur du multi-régionalisme et qui étaient présents en FR sur le Luxembourg, la Suisse, la Belgique et la France, avec les mêmes contenus sur tous ces sites-là en français. Et il arrive des fois que malgré les HF1 dont on va parler juste après, quand on va chercher une recherche en France, on ait le site luxembourgeois qui ressorte avec peut-être pas les bons prix, et ainsi de suite. Donc ouais, il faut vraiment bien réfléchir à votre choix avant de vous lancer dans le domaine par pays, sous-domaine ou sous-répertoire. Exactement. J'en profite pour rappeler que vous avez un onglet questions. Je vois des questions passer. Posez vos questions dans l'onglet, comme ça on pourra revenir dessus à la toute fin et y répondre. Ça sera plus simple. Donc voilà, on continuera technique juste sur les méthodes d'implantation, pardon. J'arrive pas à le dire. C'est hyper
important, une fois que vous avez bien choisi TLD, sous-domaine, paramètres si vous voulez, mais on vous le déconseille, ou répertoire, il est hyper important de bien gérer ce qu'on appelle la balise hreflang ou les balises hreflang. En fait, elles permettent au moteur de recherche simplement de bien comprendre quelle page à positionner dans la bonne langue. Si vous ne faites pas ça, le moteur de recherche ne saura pas très bien quoi en faire. En général, il le fera mal. Donc, c'est quoi? C'est une balise, hein, simplement. C'est un bout de code qu'on va intégrer dans le head du code et qui va indiquer la langue et la zone géographique d'une page. C'est comme je veux le montrer tout à l'heure, multirégionalisme, langue, etc. Tout ça, c'est extrêmement lié et c'est là qu'on va pouvoir expliquer au moteur de recherche quelle page fait quoi, hein, pour synthétiser. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une balise qui est souvent oubliée, c'est la balise xdefo. Donc, c'est une hreflang xdefo. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Et c'est une balise, en fait, qui va indiquer au moteur de recherche quelle page fournir à l'internaute quand sa langue n'existe pas, tout simplement. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est un petit bout de code comme ça. Alors, ça paraît rien, mais il y a toujours des erreurs. Ça, c'est clair. Sylvain, tu ne démentiras pas. Oui, non, c'est sûr, ouais. C'est rare de voir des hreflang qui sont vraiment bien implémentés et sur tous les pays. Exactement. Et donc, alors, en toute franchise, pour le besoin de ce webinaire, on a essayé d'utiliser l'IA pour faire des vérifications hreflang. Donc, l'IA sait le faire, il n'y a pas de souci, mais en réalité, il y a des outils en ligne, il y a des crawlers qui le font encore mieux, et en plus, qui sont capables de le faire sur l'ensemble du site et pas seulement sur des pages comme ça. Donc, on n'a pas insisté pour présenter ça. Mais voilà, mais hyper important, vous voyez, ici, on va avoir, par exemple, hreflang, la deuxième ligne EN, donc en anglais, sur le marché US, et on va lui dire à quelle page ça correspond. Voilà. Et donc ça, ce sont des pages réciproques. Donc ce sont les pages qui vont fournir le même service ou le même produit, pour le dire comme ça, dans les différentes langues et évidemment les différents marchés. Et donc la xdefo, la balise xdefo, vous dira, s'il n'y a aucune de ces langues, voilà, je ne sais pas, vous êtes je sais pas, chinois, il n'y a aucune de ces langues, on va fournir, on dit pour cet internaute, et on doit lui fournir la page en anglais, tout simplement. Mais il y a d'autres façons d'implémenter alors donc oui, j'ai mis implantation, mais je pense que je voulais mettre implémentation. Pardon pour ça. Donc il y a d'autres façons d'implémenter. Vous pouvez utiliser le sitemap XML. Alors c'est vrai que moi, à titre personnel, je préfère utiliser le balisage parce que c'est quand même plus facile en général à gérer et même à auditer. Je ne sais pas ce que tu préfères, toi, Sylvain, de ton côté. Je suis assez d'accord. Non, je préfère aussi faire de cette manière-là, ouais. Carrément. Bon, on est d'accord, tant mieux. Voilà, non, mais vous pouvez aussi gérer tout ça via des sitemaps XML qui seront donc des sitemaps pour chaque pays et ou pour chaque langue, et donc qui indiqueront au moteur de recherche les réciprocités des pages en fonction des pays, des langues, etc. Donc on peut le voir, ça ressemble à ça, le bout de code. Donc à chaque fois, on va avoir une page, la première, localisée en France, et ensuite il y aura ces versions en anglais, en espagnol, etc. Et donc en effet, le moteur de recherche retrouvera ces bébés, pour le dire comme ça. Donc ça marche très bien, mais c'est vrai qu'en général, hreflang a la préférence des consultants SEO. Mais vous pouvez aussi gérer tout ça par la Search Console via l'option de ciblage international. Ça le fait très bien si vous voulez. Mais encore une fois, on préfère hreflang. Vous embêtez pas avec le reste. Voilà, je le dis, je le répète, on déconseille vivement, pour conclure, voilà, de gérer ça avec des paramètres. Là, le point d'interrogation lock, ça marche très très mal et vous allez courir à votre perte. Quelques conseils pour éviter trop plein d'erreurs. Donc d'abord, sur les méthodes d'implémentation qu'on a présentées, vous n'en gardez qu'une seule. Vous n'utilisez pas les trois parce que sinon, c'est sûr que ça sera le bordel. Donc une seule, on ne cumule pas. On limite le balisage hreflang on ne limite l'hreflang sur une seule page, et en général la page d'accueil, on le voit trop souvent, on regarde, très bien, ils ont intégré le hreflang, c'est cool, et en fait ils l'ont fait que sur la page d'accueil, donc il faut le faire sur toutes les pages, bien entendu, sinon Google ou les moteurs de recherche ne comprendront pas. On se trompe pas dans les codes de langue.
il y a un outil, voilà, hreflang Tag Generator Tool qui est très très bien pour ça, qui va vous donner tous les codes et pouvoir vérifier. Donc, vous privez pas. On n'envoie pas les balises hreflang vers des pages non indexes ou bloquées par le robot TXT, parce que Google n'ira pas dessus, donc évidemment. On fait pas ça. On duplique pas le contenu. Et d'ailleurs, Surtout, juste après, on va surtout. vous... Surtout, ne dupliquez pas, ne croyez pas que le hreflang, ça gère la duplication. Ça ne gère pas la duplication. Donc, si vous avez un texte en français en France et en Belgique, ça sera dupliqué. Voilà, donc on va vous montrer comment l'IA peut vous permettre de vous aider là-dessus. Et puis, voilà, n'oubliez pas de faire les liens de renvoi, hein, donc les liens de réciprocité d'une page à l'autre. Sinon, Google, enfin le moteur de recherche, ne pourra pas comprendre à quoi elles correspondent. Voilà, et je le redis, on n'utilise pas de paramètres d'URL, sinon c'est la folie. Et les backlinks, pour tout ça, pour finir, eh bien les backlinks, il faut en faire, bien entendu. Pour chaque marché visé, obtenez des liens du marché. Voilà, vous êtes en Espagne, il vous faut des sites locaux pour parler de vous. Ça va évidemment enrichir votre sémantique et évidemment votre autorité, c'est ce que vous cherchez. Donc, il faut des liens du marché que vous visez. Voilà pour la technique. On a condensé tout ça, mais l'essentiel est lié. Évidemment, si vous avez des questions, ne vous privez pas. Eh bien, c'est à toi maintenant, Sylvain, nous expliquer Eh oui. avec un petit peu d'IA. Effectivement. Donc effectivement, comme vous avez pu le constater, on a parlé technique, on a parlé rapidement de netlinking, mais on n'a pas parlé trop d'édito, de mots-clés et tout. Et justement, on va y venir parce que effectivement, l'IA va surtout nous aider sur la partie édito. Parce que comme l'a dit Jérémy, c'est vrai que sur l'IA, sur la technique, sur des sitemaps ou autres, maintenant la plupart des extensions, des tools, des CMS peuvent le gérer de manière native. Donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas trop attardé sur l'IA et la technique, mais plutôt vraiment focus édito. Du coup, première étape, avant même de rentrer dans le vif du sujet, de se dire allez, on va créer des contenus, on va traduire des contenus, je pense que c'est important de parler de la partie vraiment purement recherche de mots-clés et même, j'ai envie de dire, benchmark. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir créer du contenu, et notamment quand on est sur du contenu, on va dire très informationnel, si on va parler vraiment attention de recherche, on entend souvent qu'il faut rédiger son contenu pour les internautes. Et du coup, c'est, je pense, assez intéressant de comprendre aussi, quand on veut se développer à l'international, qui est finalement votre, je vais dire, consommateur type aux États-Unis, au Royaume-Uni, et c'est là où je trouvais assez intéressant de débuter par tout simplement demander à ChatGPT de vous faire des personas. Alors pour ceux qui ont eu des cours de marketing en licence, en master, je pense que ça peut vous parler, ces petits personas. L'idée en fait ici, alors je dis pas qu'on faut l'utiliser systématiquement, qu'en agence on va l'utiliser tous les jours, mais c'est vrai que ça peut faire quand même, ça peut aider à comprendre un peu qui est votre cible et notamment essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'il va rechercher comme typologie de produit, les qualités du produit. Et en fait, ça va vous sortir déjà un peu des idées de mots-clés, de mots, de termes que vous pouvez utiliser derrière. Donc là, l'idée, en fait, c'est assez simple. Moi, je demande tout simplement, je fais pas un prompt de taré, hein, c'est assez simple. Je lui demande juste de me fournir le persona du consommateur américain type, vraiment typique, qui va acheter un aspirateur balai sans fil, pour rester dans la thématique de groupe Seb. Et du coup, l'idée derrière, c'est, ben voilà, il va me sortir, finalement un résultat qui est assez complet. Alors je vous ai pas mis toutes les screens, du résultat, je vous ai mis une partie, mais vous pouvez faire le test, hein, ça se fait assez vite, hein. Comme je vous disais, j'essaye de faire des prompts dans l'ensemble assez simples et il y en aura d'autres qui sont un peu plus, je dirais, détaillés. Là, en tout cas, ce qui va me sortir, c'est, voilà, comportement d'achat, ce que la personne a besoin, ce qu'elle va, en fait, prioriser dans sa recherche du produit, j'allais dire «idéal», entre guillemets. Et déjà ça va nourrir un peu ma base de connaissances sur le client d'un pays peut-être que je ne connais pas encore et dans lequel je souhaite me développer. Donc ça, c'est une première étape. Deuxièmement, ce qui peut être, je trouve, assez intéressant aussi de faire, c'est tout simplement de lui demander un benchmark concurrentiel, tant qu'à faire, hein. Là, pareil encore, à l'époque des cours de marketing en master où on devait tout faire à la main, et ben maintenant ChatGPT peut nous aider et nous faire gagner pas mal de temps là-dessus. Alors là aussi, en fait, dans le prompt, on peut aller sur quelque chose de très simple, mais on peut aussi aller s'amuser à le détailler, à lui demander vraiment toutes les infos, tout ce dont vous avez besoin. Moi, ce que je lui demande, c'est typiquement la taille du marché, la segmentation. On peut aller dans ce détail-là, on peut lui demander des idées de mots-clés. Mais toujours est-il que voilà, vous pouvez le guider comme vous voulez, hein. C'est vraiment à vous de décider quel est le niveau de, j'allais dire,
d'accompagnement que vous voulez avec ChatGPT. Et derrière, comme vous pouvez le voir dans la screen à gauche, il va vraiment vous sortir, voilà, il va vous donner la taille du marché, la segmentation, les principaux acteurs. Moi, ce que j'aime bien demander quand je demande les acteurs, là, il me l'a pas intégré directement dans la liste des acteurs, mais il m'incorpore après. C'est de savoir quels sont finalement les avantages concurrentiels de ces acteurs-là. C'est de savoir en fait qu'est-ce qui les différencie, pourquoi en fait typiquement il me sort cette liste d'acteurs. Et là aussi, ça me permet un peu d'identifier rapidement vraiment leur qualité et aussi de savoir comment moi je vais pouvoir un peu essayer de contourner ça. Alors là, on est d'accord que ce type de benchmark, ça peut être à destination des personnes qui gèrent uniquement le marketing, mais on peut aussi très bien l'orienter purement SEO et vraiment avoir, j'allais dire que des données sur le SEO, j'allais dire plus des idées de mots-clés, un peu des tendances de recherche, pareil, qu'est-ce que les personnes vont chercher autour de ces produits-là. Donc voilà, après, encore une fois, cette partie-là, finalement, vous l'adaptez, vous la personnalisez comme vous voulez, mais avec un prompt assez simple, on peut avoir des résultats quand même assez intéressants. Et du coup, l'idée, c'est que la partie persona et la partie benchmark derrière, elles puissent un peu vous aider à enrichir ensuite votre recherche de mots-clés. Pour ceux qui ont déjà testé par exemple ChatGPT pour prendre celui-là, quand vous allez enchaîner un peu vos différents prompts, vos différents résultats, après il va souvent se baser sur ce que vous avez demandé avant. Et moi ce que je veux c'est que du coup, à partir de là, je lui demande maintenant que je t'ai demandé un personnage, que je t'ai demandé un benchmark, j'aimerais bien que tu commences à me lister voilà, des mots-clés pour un pays spécifique. Ou pas d'ailleurs, hein, là c'est encore une fois, c'est comme vous voulez, là je l'ai fait sur un marché assez classique, mais en fait après vous pouvez l'adapter comme vous le voulez sur n'importe quel marché. Alors là le prompt est un peu plus costaud parce que je lui détaille tout. En fait pourquoi? Parce que sur ce type de recherche, quand vous allez commencer à être un peu trop court, notamment sur tout ce qui est idée de contenu ou même sur la création de contenu, moins vous allez le guider, plus il va partir un peu en freestyle. Donc, vaut mieux lui limiter un peu je veux dire son champ d'action, son périmètre. Du coup, là, je lui détaille tout. Je lui demande, voilà, tu me donnes le titre sur le mot-clé principal, je veux que tu me donnes une FAQ, je veux que tu me donnes des requêtes associées, vraiment tout ce que tu as. Enfin voilà, j'essaie de bien le guider pour que derrière, ce qui va me ressortir, moi, ça me serve quand même et que ça soit assez quali. Et là, pareil, vous pouvez rajouter toutes les infos que vous voulez. Vous pouvez lui demander, je sais pas, directement des idées d'articles. Enfin, vraiment là-dessus, c'est comme vous le sentez. Moi, c'est vrai que je vais pas mal détailler étape par étape, mais en soi, ici, là, la première idée, c'est déjà de lui demander juste des idées de mots-clés et lui demander des références. Ça aussi, vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais moi, j'aime bien lui demander de temps en temps des références, de savoir où est-ce qu'il a sorti ces données-là. Du coup, résultat, typiquement à gauche, là, j'ai une partie des résultats. Pareil, j'avais tout un long résultat, donc j'ai pas mis toutes les screens. Mais globalement, par exemple, il va me sortir les requêtes associées, les mots-clés longue traîne. Et ce que je vais lui demander aussi, c'est de me lister tout ça dans un tableau. Parce que là aussi, vous pouvez demander de vous ressortir les résultats dans le format que vous voulez. Et du coup, je lui ai demandé, voilà, dans un tableau, tu vas mettre première colonne les mots-clés, le type de mots-clés, l'intention et la fréquence de répétition recommandée ou plus la fréquence d'utilisation de ce mot-clé. Étant donné qu'il peut pas vraiment vous dire, voilà, tel et tel mot-clé, je sais pas, il est positionné sur telle position, sur tel concurrent avec tel et tel volume, je lui demande à la rigueur de lui demander au moins la fréquence de répétition du mot-clé et ça me permet de savoir un peu l'importance de ce mot-clé-là. Encore une fois, là-dessus, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Vraiment, c'est à la carte. Faites des tests. De toute façon, clairement, l'IA, c'est ça. Il faut faire des tests, il faut voir ce qui fonctionne le mieux et vous adapter. Donc ça, du coup, ça permet d'avoir des mots-clés. À partir du moment où on a des mots-clés, on peut aller encore une étape un peu plus loin avant de se lancer dans la création de contenu ou la traduction. C'est lui demander, en fait, je veux bien que tu me crées un planning éditorial. Alors en agence, le planning éditorial, l'idée c'est de pouvoir un peu lister dans un tableur tous les contenus que vous allez vouloir créer. Dedans, vous pouvez mettre toutes les informations que vous voulez. Vous pouvez directement lui donner la title, la metadesk, la longueur, enfin vraiment tout ce que vous avez envie de mettre comme information, vous pouvez le mettre là-dedans. La plupart du temps, c'est vrai qu'on va le faire sur Excel, donc ça peut prendre un peu de temps et on va comparer les deux après. Mais c'est vrai que ChatGPT, l'IA de manière globale, peut vous faire gagner du temps sur la tâche, on va dire, un peu basique de vous lister des idées, vous donner un exemple de title, de métadescription, de slug. Donc juste le slug de l'URL, c'est la fin de votre URL. En fait, c'est finalement l'URL que vous avez utilisé pour votre article ou votre page. Et pourquoi pas même aller encore plus loin directement, c'est lui demander un petit texte d'intro et encore une step encore plus loin, une structure de contenu. Donc là vraiment, encore une fois, personnalisez-le selon vos besoins.
Donc vous voyez que le prompt en soi, il est assez simple, hein. J'ai pas demandé non plus, j'ai pas passé non plus une après-midi entière pour générer ce prompt, je vous rassure. Et derrière, finalement, il me sort un résultat qui est pas si déconnant que ça. Donc voilà. Maintenant, si on voulait passer par alors là, je suis désolé pour la screen, mais si on voulait passer par un Google Sheet classique, un Excel ou autre, c'est vrai que ça prend plus de temps quand on fait tout à la main. Clairement, après, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que l'idéal, c'est de faire un peu un mélange des deux. Pourquoi? Parce que finalement, ChatGPT, comme je vous disais avant, ou l'IA vous sortira peut-être pas directement les volumes de recherche, les positions ou d'autres informations comme typiquement si vous travaillez sur si vous êtes directement en in-house chez l'annonceur ou si vous travaillez en agence, c'est sûr qu'il ne vous donnera pas, par exemple pour un mot-clé, si vous êtes déjà positionné sur quelle position. Donc là, l'idée, c'est de faire un peu un mélange des deux. C'est-à-dire que vous pouvez faire un mélange de l'IA, mais aussi de votre outil de positionnement pour récupérer les positions. Enfin, l'idée, c'est de faire un peu un mélange de tout ça. Et même pour le maillage interne, si vous voulez mettre des liens spécifiques, en bref. Donc moi, ce que je dis, c'est faites un mix des deux et vous verrez que vous allez quand même gagner un peu de temps. Parce qu'effectivement, faire un planning éditorial totalement à la main, ça peut prendre quand même au minimum plusieurs heures et dans certains cas, sur des très, 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 très gros plannings édito, ça peut prendre quand même quelques jours. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un peu un mix des deux. Après, effectivement, c'est sûr que quand on le fait totalement à la main, c'est sûr que vous allez pouvoir le personnaliser vraiment comme vous l'entendez. Mais voilà, encore une fois, après, c'est à chacun de voir ce qui vous convient le plus. Et surtout, c'est toujours aussi une question de temps à disposition. Donc là, en fait, maintenant, du coup, on a vu un peu cette partie, j'allais dire, introduction sur justement comment on identifie un peu son prospect, ses besoins, toute la partie benchmark, mots-clés. Encore une fois, sur les mots-clés, pareil, vous allez sûrement, certains ont pu voir plein de prompts par rapport à ça. Je dis pas que ce prompt-là est idéal, hein, clairement. C'est un exemple. Après, vous allez en trouver d'autres. Ce que j'aime bien faire, c'est faire un peu un mélange de tout ça. C'est tous les prompts que je vois, je mixe tout ça et je vois ce qui me sort. Donc, sachant plus que vous pouvez demander à l'IA de vous faire un résumé ou une fusion de plusieurs textes, de plusieurs prompts. Donc, c'est assez intéressant aussi. Donc voilà. Après, tester. C'est la chose que j'ai envie de vous dire. Et du coup, maintenant, l'idée, c'est que on a nos mots-clés, donc ce qui est quand même la base dans une stratégie SEO. C'est comment on va produire des contenus, comment l'IA va nous faire gagner du temps sur toute la partie vraiment contenu, que ce soit création de contenu, mais même sur des choses un peu classiques en SEO, j'ai envie de dire tout ce qui est balisage, les titles, les métadescriptions. Et du coup, le premier exemple que je vais vous montrer, c'est typiquement de la traduction en lot de base title. Alors là, pour le coup, typiquement, je vais plutôt utiliser Google Sheet parce que vous pouvez connecter OpenAI à Google Sheet. Avant, il y avait des petites extensions, des modules complémentaires assez sympas qui étaient gratuits, notamment GPT for Sheet and Docs qui étaient gratuits. Maintenant, ils vous font payer des petits crédits. Depuis peu de temps là, moi je passe du coup plutôt par la partie AppScript. Donc en fait, c'est un sorte de module où vous pouvez mettre des bouts de code et qui vous permet de vous connecter à OpenAI. Et là, à partir de ce moment-là, vous faites ce que vous voulez. Il faut forcément un compte OpenAI, mais du coup, vous pouvez, comme ici dans l'exemple, j'ai traduit des titles en masse. Alors, petite parenthèse quand même là-dessus. Typiquement, cet exercice-là, il est bien si vous voulez optimiser les titles existantes sur un site qui fait pas non plus 2 millions de pages, parce que je pense que personne n'a envie de s'amuser à remettre à la main 2 millions de titles. Mais l'idée, c'est aussi, vous pouvez très bien imaginer que sur des sites comme ça, de cette dimension-là, de définir des règles pour chaque template de votre site et lui demander de les traduire tout simplement. Donc quand je dis des règles, c'est typiquement d'intégrer dedans des variables que le développeur va pouvoir changer en fonction de la valeur que vous lui avez demandé. Mais l'idée, c'est que ça va quand même plus vite que si vous voulez vous faire tout ça à la main. Après, le faire manuellement, c'est bien encore une fois sur des petits sites ou si vous voulez juste optimiser juste un petit lot de pages, un petit batch de, je sais pas, 10, 20 pages. Là, dans ce cas-là, c'est assez efficace. Alors, évidemment, là, encore une fois, quand on passe par OpenAI et par Google Sheet, faut essayer de lui donner le maximum de contexte et surtout vérifier encore plus ce qui vous ressort derrière. Parce qu'il y a des fois où, encore une fois, il peut partir un peu en freestyle. Mais voilà, vérifiez dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, vérifiez toujours ce qui vous sort. Et surtout qu'il y a des fois où c'est pas toujours simple aussi. Vous pouvez très bien lui demander aussi d'appliquer un peu, j'ai envie de dire, un tone of voice. Mais pour ça, il faut l'enrichir. Donc, il faut lui donner toutes ces données-là en amont. Donc, n'hésitez pas voilà, à le challenger là-dessus.
Donc ça, c'est pour la traduction en lot de base title, mais vous pouvez très bien le faire sur les métadescriptions, sur tout ce que vous voulez en soi. Et du coup, là, je te repasse la main, Jérémy, sur cette partie-là. Oui, merci. On va essayer d'accélérer pour être dans les temps et puis il y a plein de questions hyper intéressantes. Du coup, là, ce qu'on a voulu montrer tout simplement, c'est qu'en faisant des petits prompts, hein, vous voyez, hein, on les a écrits là, donc c'est vraiment tout petit. Évidemment, on peut les enrichir, on peut faire mieux et tout ça, mais voilà, en 2 lignes, on peut, grâce à l'IA, faire des choses très simples, c'est-à-dire des traductions qui sont vraiment adaptées au marché que vous visez. Donc j'ai un texte en français, j'ai appelé un taxi. Aux États-Unis, ça sera plutôt cab et en Angleterre, ça sera plutôt taxi. Donc là, c'est évidemment très, très sommaire, mais si on passe un petit peu après, c'est par exemple, je cherche à louer un appartement à New York pour les vacances d'été. Aux États-Unis, si on veut écrire un contenu là-dessus, il va falloir parler de rent an apartment. Désolé pour l'accent. J'essaie de faire un effort, mais bon. Et ça sera summer vacation. Voilà, je fais pas d'effort. Et puis après, si en Angleterre, on pourra parler de rent a flat, donc avec un autre mot, un autre contenu, et summer holidays. Donc ça change un petit peu quand même, et ça c'est assez intéressant parce que l'IA en fait, elle vous permet de vous adapter clairement et de façon assez simple aux différences culturelles. Donc ça, c'est assez chouette. Mais on peut le faire aussi du français de France au français du Québec. Alors ça nous prête peut-être comme ça va nous amuser, ça nous prête un petit peu à sourire chaque fois qu'on lit du québécois. Mais en réalité, c'est hyper pertinent parce que ça s'adapte clairement à un public au Canada, au Québec. Et donc voilà, j'ai fait les magasins aujourd'hui, j'ai acheté un jean et un manteau. Un Québécois, il pourra l'exprimer. J'ai été faire du magasinage aujourd'hui, j'ai acheté un pantalon en denim, puis un manteau. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que si vraiment vous êtes en France, comme nous par exemple chez Samji, on a un bureau au Canada, à Montréal justement, on peut tout simplement s'aider de l'IA pour, alors c'est pas traduire, mais en tout cas écrire différemment, adapter tout simplement au marché. Et ça, c'est assez pratique quand on n'a pas évidemment l'habitude de parler le français du Québec. Et on peut le faire évidemment pour d'autres choses. Donc là, j'avais pris un texte sur, je pense que c'était de mémoire une office de tourisme Portland, Maine. Et je lui demande, écris moi ce texte, mais pour un public anglais. Et donc voilà, donc il est un peu plus long en général, parce que quand il y a une réécriture, c'est un peu plus facile de broder plutôt que d'enlever, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, les IA sont capables de le faire et de façon qualitative. Et on va voir plus loin qu'avec une IA qu'on sait enrichir et retravailler, on peut encore aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et voilà, et je te redonne la main. Merci. Et effectivement, là pour continuer là-dessus, sur de la rédaction de contenu, par exemple en anglais, l'idée, c'est vous pouvez très bien lui demander, ben là j'ai besoin d'un contenu sur tel et tel sujet et encore une fois le guider sur ce dont vous avez besoin, la structure, le nombre de mots, le nombre de paragraphes, le type de résultat, la liste à puce ou pas, lui dire que c'est pour tel et tel, je vais dire, marché, site, langue. Là, j'ai pris un exemple assez basique sur le Kendo, par exemple. Donc voilà, le prompt est simple, le résultat est, on va dire, simple, mais il est très quali, en fait. Il répond à ma demande, puisqu'il retrace voilà, les origines. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en fait, il met toutes les informations et j'ai rechecké le contenu. Et dans l'ensemble, tout est très clair et c'est vrai ce qu'il dit dedans. Donc là, pour le coup, pas trop de temps, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, donc assez quali. Après, il y a la version un peu que nous, on a un peu, j'allais dire, entre guillemets, chez Uranic, qu'on aime bien utiliser pour des tests et autres, où là, en fait, on a carrément, si vous voulez, défini un scénario. En fait, en gros, on va vraiment créer une sorte de super prompt où en gros on va demander à ChatGPT de nous poser des questions. Donc c'est-à-dire qu'on va lui dire bah voilà j'ai besoin d'un contenu en anglais pour les États-Unis sur la thématique de l'entretien des vinyles. Et ben en fait il va vraiment nous poser différentes questions. Il va nous demander voilà pour quel site est-ce que je dois écrire. Donc je lui donne l'exemple du site. Après il va nous demander bah, qu'est-ce que vous avez besoin comme information, qu'est-ce que vous voulez mettre dedans et ainsi de suite. Donc voilà l'idée ici c'est d'aller un peu plus loin dans la qualité du contenu et du coup voilà on a vraiment défini tout un scénario en amont. Et après, bah voilà, il va tout dérouler. Ce qui fait que ça nous permet derrière d'avoir un résultat qui est quand même assez quali, puisqu'il va d'abord, avant de se lancer dans la rédaction, il va nous sortir un plan
Et là, en fait, systématiquement, il va vous poser la question: «Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'il faut changer un point ou autre?» Là, typiquement, moi, je lui avais demandé au début de me le rédiger en anglais et il me l'a rédigé en français. Donc je lui ai dit, quand il me demande: «Est-ce que ça me convient?» Je lui dis: «Oui, ça me convient, sauf que bon, c'est, en français plutôt qu'en anglais». Et dans ce cas-là, bah, il faut juste lui dire, il va le faire. Et ce qui fait qu'après, en fait, à partir du moment où le plan vous convient bien, il va, étape par étape, paragraphe par paragraphe, rédiger le contenu. Et systématiquement, il va vous demander de valider, en fait, si le contenu vous convient et s'il peut poursuivre. Et si le contenu ne vous convient pas, ben, vous pouvez très bien lui dire que, ben, écoute, cet élément-là, il faut que tu modifies, il y a tel et tel mot qui est pas bon. Donc voilà, l'idée, en fait, c'est plus de faire ça étape par étape plutôt que de lui demander d'un coup de générer tout le contenu et avoir ce risque où il risque, ben, de faire un peu n'importe quoi. Je dis pas que ça arrive systématiquement, mais si vous voulez avoir derrière des contenus qui soient assez quali, il vaut mieux bien le guider. Hem, donc ça, c'est pour la partie un peu rédaction contenu, plus, je l'appelais comme ça. Après, vous pouvez aussi très bien l'utiliser pour la traduction, localisation de contenu. Alors là, précise un je vais essayer de différencier un peu ces 2 là. Pour moi, la localisation, c'est vraiment d'adapter le contenu au pays, pardon, en question. Donc c'est pas juste de traduire mot pour mot un contenu, mais vraiment de le localiser par rapport aux us et coutumes, la culture, et ainsi de suite. Et la traduction, c'est juste à traduire, les mots simplement. Après, de ce que j'ai là envie de dire, c'est que justement une localisation vaut mieux qu'une traduction, mais une traduction vaut mieux qu'un contenu en danois sur un site en anglais. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les cas, à partir du moment où vous avez un site en italien, enfin un site en Italie, ben, logiquement, Google s'attend à trouver du contenu en italien et pas en japonais, typiquement. Donc ça, j'ai envie de dire, vaut mieux à la rigueur traduire, même si, je sais pas, vous n'avez pas toutes les ressources pour les localiser, pour retravailler la partie, j'allais dire, tone of voice ou autre. Moi, j'ai pu voir sur certains clients alors là, je dis sur les clients qui sont assez, volumineux en termes d'URL et de sites, où quand il y a des contenus, par exemple, en japonais sur un site en français, ça se passe très mal, parce que Google comprend juste pas la langue qu'il doit cibler finalement. Donc voilà, essayez de faire en sorte que quand vous ciblez du FR, vous avez du contenu en FR. Donc c'est pour ça, je dis il vaut mieux traduire que d'avoir des contenus dans une langue étrangère. Pour revenir à nos moutons, du coup ici le prompt, pareil, assez simple, hein, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des prompts qui font 3000 mots. Donc je demande juste de me traduire, voilà, un contenu à destination de tel et tel public pour tel et tel pays. Donc ce que je fais, résultat, ben, je lui donne un contenu en espagnol, il me le traduit en français. Enfin voilà, il y a différentes étapes, hein, il me montre les différents paragraphes. Là, je lui fais la comparaison. Et ce que j'aime bien faire, c'est après même, vous pouvez encore continuer plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez, lui dire ensuite: «Bah, OK, à partir du français, maintenant, j'aimerais bien que tu me le traduises en anglais». Donc c'est ce que je lui demande. Je lui demande: «Bah, maintenant, passe-moi-le en anglais ou en français». Donc enfin voilà. Après les langues, vous pouvez le faire comme vous voulez. C'est vrai que par contre, le problème, c'est que si vous avez passé par du ChatGPT, si vous devez faire ça sur, 300 contenus, ça peut être un petit peu long. Donc c'est pour ça que dans certains cas, les Google Sheets, par exemple, peuvent faire gagner quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Hem, donc effectivement, c'était pour la partie, effectivement vraiment, traduction et création de contenu. Et Jérémy, je te laisse, justement donner un exemple sur l'utilisation de l'IA. Oui, ce qu'on voulait montrer, une chose assez intéressante, c'est voilà, j'ai un mot-clé. Alors j'ai pris driving, license, pour l'exemple et je vise 2 marchés différents. Donc ici le Royaume-Uni et le Canada. Donc j'ai mis le volume de recherche par mois, donc ça reste des mots-clés assez très intéressants même. Et ce sont des mots-clés qui ont des intentions, similaires, mais qui ont des particularités propres au pays. Et ces particularités, ça va être en général des particularités, par exemple, juridiques ou culturelles. Donc ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir utiliser l'IA, afin de récupérer, toutes les informations du sujet et en plus, ces informations devront être adaptées au pays visé. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec GPT, donc Sylvain vient de le montrer. Mais on peut le faire aussi avec, la plateforme SAMJ et de façon extrêmement rapide. C'est-à-dire que, hop, je clique, pardon, je lui mets dans la pla dans la plateforme, je lui mets le mot-clé qui m'intéresse. Donc là, je suis sur ce qu'on appelle nous un workspace, un espace de travail qui est dédié au Royaume-Uni. Donc toutes les analyses que la plateforme va faire, elle va les faire sur le marché donc du Royaume-Uni. Donc là, c'est intéressant, c'est-à-dire que toutes les informations qui vont remonter, toutes les spécificités liées au pays, ça sera basé sur l'analyse des SERP du pays visé.
Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il va construire un plan en fonction des intentions de recherche des utilisateurs autour de ce mot-clé. Et ensuite, l'IA, on peut lui demander de rédiger clairement un document qui est vraiment un texte qui est dédié et adapté au marché. Et en plus, il sera optimisé pour le SEO. Ici, l'IA, en un clic, elle a rédigé un contenu qui a une note 76 sur 100, qui est plutôt une bonne note. On préconise à minima 75. On a fait une étude interne, par exemple, sur les résultats de nos clients. Et si, à partir du moment où on est à 85, on performe encore plus. Donc, je conseille d'être au moins 85. Voilà. Donc ça, c'est pour le Royaume-Uni. Et si on regarde au Canada, donc le Canada anglophone, donc le même mot-clé, on va avoir un texte différent et avec surtout des informations différentes qui seront adaptées à la réglementation du pays. Donc ça, c'est hyper important et c'est hyper fondamental. Et en plus, évidemment, ça nous fait gagner un temps dingue si on veut écrire sur le même mot-clé, parce que clairement, c'est l'IA qui va nous sortir tout ça sur la base de sources locales. Donc là, vous voyez, le texte, il y a plein de traits verts, c'est surligné, rouge, etc. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est en effet, l'intelligence artificielle a rédigé un contenu optimisé à 83, et elle a vérifié chaque contenu, enfin chaque phrase, chaque information via le fact-checking. Donc, on a intégré un fact-checking, donc c'est-à-dire que chaque information qui ressort, elle est sourcée, vérifiée, et on a évidemment l'information. Donc là, on n'est pas en live, mais si on était en live sur la plateforme, il y aurait une petite fenêtre qui apparaîtrait pour vous dire la source. Et en fait, quand c'est orange comme ça, l'intelligence artificielle nous dit qu'elle a quand même un doute sur la qualité de la source, sur la qualité de l'information, et qu'il faut vérifier. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que voilà, quand on utilise ChatGPT, voilà, ça nous met des informations, mais on n'est jamais sûr si elles sont réelles ou pas. Et là, c'est vérifié et on peut simplement corriger au besoin. Mais voilà, la plupart du temps, ça reste quand même assez juste. Donc voilà pour ça. Et pour finir, un autre sujet, effectivement, pour terminer, c'est vraiment, comme je disais avant, le fait de traduire, de créer du contenu sur ChatGPT. Le problème, c'est que si vous devez le faire de temps en temps pour un ou deux contenus, ça va. Par contre, si demain, vous devez traduire en masse des contenus, c'est vrai que ça peut être un peu plus complexe. Et c'est là où, encore une fois, Google Sheet, et notamment avec l'utilisation de AppScript, j'ai vu quelqu'un poser la question avant de ce que j'utilisais comme extension. En fait, avant, j'utilisais une extension. Maintenant, vous pouvez voir dans le menu extension, vous avez un petit truc qui s'appelle AppScript, et c'est avec ça que je gère la partie OpenAI. Et en fait, du coup, vous pouvez aussi vous dire que vous mettez vos contenus un peu haute catégorie ou des petits paragraphes ou même des contenus en entier. C'est juste que le résultat sur Google Sheet va être un peu horrible. Et après, pareil, vous dupliquez, vous tirez votre comment dirais-je, votre cellule pour qu'il vous traduise dans les différentes langues que vous voulez, et ça peut aller assez vite. Alors, je vous conseille de ne pas le faire directement sur 1000 contenus dans le Google Sheet parce que je pense qu'il y a une chance sur deux qui plante. Mais voilà, là, c'est la méthode pour gagner vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Après, la qualité de la traduction dépendra aussi de comment vous l'accompagnez dans votre prompt. Alors, effectivement, c'est sûr qu'une traduction par un vrai traducteur humain, ça peut être aussi un peu plus quali. Mais quand on est dans les cas où il faut gagner du temps et le faire vite, c'est sûr que ça peut dépanner. Ça, c'est sûr, ça peut dépanner. Donc, voilà, c'était la dernière petit tips pour la traduction en masse. Et du coup, en termes de conclusion, Jérémy. Pardon, en termes de conclusion, hop, on fera la pub après. Voilà, 3 points à retenir. Évidemment, on respecte les bonnes pratiques techniques parce que vous pouvez après faire tout ce que vous voulez sur l'édito avec IA, sans IA. Si les pratiques techniques ne sont pas respectées, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on adapte les traductions à la culture locale, vous l'avez compris, et l'IA aide. Vraiment, ça facilite la chose. Il faut imaginer que si vous voulez faire ce travail-là avec des humains, eh bien, il vous faudra un traducteur local par pays. Donc, c'est quand même souvent un peu complexe. Voilà. Après, je ne dis pas qu'on ne peut pas relire, et d'ailleurs, c'est le 3e point, même si on ne l'a pas dit. Voilà, essayez quand même, surtout au début, parce que bon, l'IA, on a quand même encore un peu au début sur l'IA générative. Ouais. Voilà, vous vous privez pas au moins de relecture pour être sûr, surtout sur les contenus hyper importants, pour être sûr que tout ce qui est noté reste juste et efficace et pas de problème de traduction.
Voilà, on va passer aux questions. Juste vous dire que le 19 et le 20 mars, il y a 2 jours de conférence chez SMJ. On a plein d'invités. Vous pouvez aller voir le programme, il doit déjà être en ligne sur notre site. Et avec Charlet, nous ferons une conférence sur toujours l'intelligence artificielle, mais pour analyser les logs. Voilà, on a fait un gros travail déjà et on vous prépare un super truc, super chouette, pour le dire comme ça. Allez, on passe aux questions. Il y a plein de questions. La première, la plus sollicitée, l'utilisation de l'IA pour la création de contenu ne nous exposera pas à des pénalités de la part de Google. Est-ce que tu veux répondre? Je peux y répondre, oui. En fait, il n'y a pas si longtemps que ça, dans la documentation de Google, si je me souviens bien, il était écrit que, on va dire, il pénalisait. En gros, plutôt que les contenus pour les humains devaient être rédigés par des humains. La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont changé cette doc et que c'est devenu plus des contenus pour les humains rédigés par, alors je ne sais plus exactement comment ça a été formulé, mais la petite nuance rédigée par les humains a un peu été supprimée, modifiée. Donc, ce qui laisse un peu supposer qu'on peut un peu plus utiliser de l'IA. Alors, bien évidemment, j'ai eu pas mal de questions avant sur la qualité. Est-ce qu'on peut faire confiance aux mots-clés qui va nous sortir? Encore une fois, c'est là où en fait, faut vraiment le guider. Faut lui donner du contexte, faut lui donner, si vous pouvez lui donner une tone of voice, lui donner vraiment l'enrichir. Plus vous allez l'enrichir, plus vous allez le guider, et plus ce qui va vous ressortir à la fin, ça sera quali. Il y a des sites qui performent avec des contenus IA, il y en a d'autres qui se font shooter par Google. Après, effectivement, il faudrait pouvoir étudier, analyser pourquoi certains sont tombés et d'autres ont eu des gains. Moi, je pense que l'idée après, c'est plus de faire un peu pas 100% IA, mais de faire un peu un mélange des deux. Et je dirais que sur des contenus, par exemple, de catégorie bas de page, on peut un peu utiliser de l'IA. Sur des contenus, j'allais dire vraiment experts, peut-être un peu utiliser de l'humain, ça mange pas de pain non plus. Donc voilà, après, c'est vraiment, c'est un peu en fonction de comment vous arrivez à bien caler votre contenu. Mais encore une fois, il y en a qui arrivent à très bien performer avec des contenus 100% IA. Oui, Je de sais toute pas si tu veux rajouter façon. quelque chose. Non, mais Google a bien dit qu'il y avait plus de soucis avec l'IA de leur Mmh. côté. Au début, ils ont fait un peu de résistance, puis ils ont compris de toute façon que c'était pas Ouais, possible. Donc, tant que le contenu est au service de l'utilisateur, il y a pas de c'est ça. sujet. Faut le faire intelligemment. Donc, j'ai mis ce clic. J'ai ouvert la mauvaise question. Donc, l'autre question en cours, c'est comment trouver les plateformes par pays pour les backlinks. Donc, ça, c'est une question assez intéressante. Ça sort un peu de... Ah bon, ça sort pas parce que j'en ai parlé après tout. Mmh. Non, c'est pas simple. Donc il y en a plein. Le mieux, alors il y a des plateformes quand même en France qui sont capables de vous donner des sites à l'étranger, mais le mieux c'est quand même de trouver des plateformes Mmh. dédiées au pays. En fait, une recherche sur Google. Parce que je les connais pas par cœur, et vous trouverez ça. Donc voilà, plateforme de lien, netlinking. Faites quand même des benchmarks. Parce Mmh. qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas de très bonne qualité. Ne faites pas n'importe quoi avec le netlinking. C'est assez essentiel. Mais bon, Google, votre ami pour ça. Et d'ailleurs, on va peut-être répondre avant à la question de Benjamin sur justement les backlinks, dit-il, sont moins importants. Il a l'impression en tout cas qu'à une époque où nous devions à tout prix accumuler des backlinks pour être performants. Quelle est votre position aujourd'hui? Quelle est ta position, Sylvain, toi? Et ben, j'ai envie de dire qu'en vrai, ça fonctionne encore pas si mal que ça, hein. Non, On après, est je pense qu'il d'accord. y a une je pense qu'en vrai, ça dépend aussi de je pense qu'en vrai, là où ça marche vraiment, où moi j'ai vu que ça marchait, c'est quand on va cibler vraiment des pages qui déjà performent pas trop mal. Quand je dis performent pas trop mal, c'est à la position 8-9 comme ça, 12 ou 11, et qui ont déjà tous les basiques qu'il faut. Un bon contenu, qui soit bien maillé, et à partir de là, le netlinking, en le faisant de manière assez récurrente, peut quand même changer la donne, clairement. Je l'ai encore vu il y a quelques jours, quelques semaines. Donc je pense qu'effectivement, ça marche toujours aussi bien. Après, effectivement, c'est toujours pareil, ça dépend beaucoup de la stratégie qui est mise en place. Et de quels sont les encos que vous ciblez, quelle est la récurrence de vos liens, est-ce que en fait dans un mois vous ciblez 50 pages différentes, ou est-ce qu'au contraire vous en ciblez peut-être juste que 2 ou 3. En fait, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, et en fait tout ça dépend aussi, le résultat de netlinking vont aussi dépendre de tout le reste en fait. Est-ce que vous avez des soucis techniques, enfin bref, moi je sais que souvent le netlinking je vais le faire vraiment quand j'ai plus de corde à mon arc limite. Mais non, en vrai, c'est vrai que le netlinking, vous allez plutôt le faire quand tout le reste est assez clean. Et c'est là où moi j'ai vu le plus de résultats. Donc je dirais que oui, ça fonctionne encore.
Oui, oui, alors c'est vrai qu'il y a une école qu'on voit passer un petit peu sur LinkedIn en ce moment où contre les backlinks. Non, non, faites des backlinks, s'il vous plaît, parce que c'est comme ça marche encore très bien. De toute façon, c'est les fondements de l'algorithme de Google. Ce qui a changé néanmoins, il y a une mise à jour, je crois que c'était en décembre 2022, peut-être janvier 2023, je ne sais plus, où en effet, Google a ajusté encore son algorithme là-dessus pour aller chercher plutôt des contenus, enfin des liens sur des contenus de qualité, sur des sites d'autorité. Voilà, donc ne faites pas des liens sur des sites tout pourris, ça sert strictement à rien, très honnêtement. Vous perdrez de l'argent. Mettez de l'argent, vous pouvez le faire naturellement, bien entendu, mais voilà, mettez des efforts en tout cas sur des sites de très bonne qualité et avec de bons contenus, et ça vous aidera, et ça fonctionne très très bien, on le voit bien. Hop. Est-ce que... Ah, question pour toi, Sylvain, puisque tu en as parlé. Est-ce que les mots-clés que propose ChatGPT sont fiables? Et ben là aussi, en fait, c'est, j'ai envie de dire que dans l'ensemble, il arrive quand même. En fait, c'est toujours pareil. Ça dépend comment vous allez l'accompagner dans le brief, entre guillemets. On l'a vu sur l'exemple d'avant où je demandais des mots-clés autour des aspirateurs. Dans l'ensemble, il me sort quand même des mots-clés assez pertinents parce que c'est une thématique que je connais bien, sur laquelle j'ai bossé sur différents clients. Et en fait, moi, j'ai vu là sur cette thématique-là que ce qui me ressortait, c'était quand même des mots-clés pertinents. Surtout qu'en plus de ça, vous pouvez aussi lui demander de ne pas ressortir des mots-clés d'autres concurrents. Donc, moi, dans l'ensemble, ce qui me ressort, c'est assez pertinent. Après, c'est toujours pareil. Si vous lui demandez juste de sortir une liste de mots-clés sur telle et telle thématique, il va vous sortir tout n'importe quoi. Par contre, si vous le guidez, il va être un peu plus restreint, donc il va un peu plus vous sortir des données quali. Donc moi, dans l'ensemble, les tests que j'ai pu faire de mon côté et qu'on a pu faire avec mes collègues en agence, c'est quand même assez quali. Après, il y a toujours peut-être un ou deux mots-clés qui sont à exclure, mais j'ai envie de dire, même demain, si vous faites une recherche de mots-clés manuellement avec des outils de recherche de mots-clés, quand vous faites des exports de, je sais pas, 500, 600 mots-clés, il y en a toujours la moitié. Il y en a quand même certains qui sont juste à jeter à la poubelle. Donc, en C'est vrai. vrai, il y a des fois, je me dis, bon, ChatGPT fait aussi bien le taf à ce niveau-là. Mais encore une fois, ouais, faut juste bien le guider. Exactement. Utilisez les deux. Utilisez un outil et ChatGPT. Voilà, comme ça vous serez sûr. Comment, Ismaël, comment générer du contenu qui se positionne bien dans les résultats de recherche dans une langue étrangère? Quelle solution de traduction haute pouvez-vous nous conseiller? Je vous conseille d'utiliser SAMJ, hein. Vous l'avez vu, hein. C'est très bien fait. On l'a montré, hein, tout au long. Vous pouvez utiliser en effet ChatGPT, faire des prompts. Après, il faut voir aussi en tête que les prompts, vous pouvez les réutiliser. Bien entendu, vous pouvez vous créer un agent GPT comme ça qui sera dédié à ça. Donc, amusez-vous à le faire, c'est quand même super intéressant, super, vraiment chouette à faire. Et après, oui, en effet, je travaille chez SMJ. Pour l'utiliser aussi, ça fonctionne très bien et ça va très très vite. Mais bon, ChatGPT, en étant bien structuré, vous pouvez vous faire des prompts super quali. Je vois des gens qui ont peur, je ne sais pas pourquoi. Benjamin, on a répondu. Florian, que nous dit Florian? La rédaction d'un contenu généré par l'IA apporte des résultats moins bons que la rédaction hybride IA plus repasse humaine et full humain selon une étude de Thomas Leonetti. Quels résultats observez-vous de votre côté? Ah, alors, moi je suis très partisan. De toute façon, quand vous utilisez l'IA, d'ailleurs on l'a mis dans la conclusion, il faut une repasse humaine, clairement. Ne serait-ce que pour le style, pour vérifier des choses, pour mettre votre petite chose à vous. Les IA, parfois, elles ont aussi tendance à se répéter. Parfois, elles ont un peu tendance aussi à dire n'importe quoi, même s'il y a du fact-checking, en tout cas côté SAMJ. Donc oui, tout à fait. Nous, on observe néanmoins, parce que avec nos clients, on fait IA plus humain, on observe des résultats qui sont au niveau qu'on avait avant, juste full humain, quoi. Donc clairement, je suis assez d'accord avec cette étude. En tout cas, nous, on l'a observé. Je ne sais pas, Sylvain, si c'est pareil pour vous. Non, je suis assez d'accord aussi, hein. Clairement. De toute façon, en fait, le problème, c'est que si vous faites juste IA 100%, le risque, c'est que plusieurs sites se retrouvent avec les mêmes contenus. Surtout si vous faites des prompts assez simples et basiques, c'est ça le risque. Alors que si derrière, Exactement. il y a une repasse humaine et que vous ajoutez voilà, votre tone of voice, des éléments qui sont propres à vous, c'est sûr que oui, le contenu sera beaucoup plus pertinent et beaucoup plus quali.
Exactement. Allez, on en fait une dernière et puis après on va aller manger. Comment faire pour que GPT nous pose toutes ces questions dans la rédaction avec un scénario? C'était peut-être pas la meilleure. Peut-être parce qu'on n'est plus dans le contexte, mais c'est donc tu avais montré des prompts tout Oui. à l'heure où en effet GPT te posait des questions. Donc tu as En fait un fait, prompt, j'imagine. vous pouvez customiser un peu vos prompts. En fait, je sais pas si vous avez la plateforme en tête, mais quand vous avez la plateforme classique, vous avez la fenêtre de conversation. À gauche, vous avez l'historique, mais vous pouvez aussi écrire Explore prompt ou GPTs. Et là, en fait, vous avez plein de templates de prompts qui existent, mais vous pouvez très bien en fait le créer vous-même et le faire en plusieurs étapes. Et chaque fois, lui demander, voilà, étape 1, tu me demandes ça, tu fais ça, 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 tu me poses la question, étape 2. En fait, vous pouvez vraiment vous créer les scénarios, mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas très mis en avant en fait sur ChatGPT. Donc vraiment, je vous conseille d'explorer ChatGPT, de pas juste quand vous arrivez dessus, utiliser la fenêtre, lui poser une question, mais d'explorer les templates qui existent, tout ce qu'il y a autour, parce qu'en fait, c'est une mine d'or d'informations. Et surtout, regardez maintenant les tutos. Enfin, vraiment, il y en a une tonne là-dessus. Tout le monde Mmh. parle forcément d'IA. Donc ouais, non, vraiment, n'hésitez pas à aller creuser un peu tout ce qui est template et créer vos propres, comment dirais-je, prompts ou scénarios. Moi, je l'appelle comme ça, mais chacun l'appelle comme il veut. Mais effectivement, vous pouvez vraiment regarder à la gauche. Là, j'ai plus la plateforme en tête, mais vraiment sur la gauche, vous pouvez avoir tous les petits templates et tout et personnaliser les vôtres Mmh. sans problème. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés. Oui, Yann, le CDN utilisé dans tous les cas, vous faites-vous plaisir, ça sera toujours utile. Merci de nous avoir écoutés. On se Merci, oui. retrouve pour d'autres webinaires. Vous aurez toutes les informations et le SEO Square aussi en mars. Faites-vous plaisir pour 2 jours de conférence. Merci Sylvain d'être venu à Mais ce merci de webinaire m'avoir invité. et puis on se retrouve bientôt. Merci tout le monde. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir.